bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 30 décembre 2023, Une nation sous emprise, épisode 24, la recension de One Nation Under Blackmail, volume 2 de Whitney Webb, l'union sordide entre les agences de renseignement, le crime organisé, qui ont mené à l'ascension de Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, chapitre 17, l'entreprise de Jeffrey Epstein. Revenons sur son entreprise qu'il co-gère avec Leslie Wexner, le membre influent du Mega Group, qui est un groupe de sionistes, révisionnistes, qui adorent l'eschatologie. On va un petit peu ma caméra. Qui veulent reconstruire l'Israël, la grande Israël, une mission pluricentenaire, plurimillénaire. Ensuite de ça, une entreprise de trafic d'armement et de drogue, puis du blanchiment d'argent et du financement nécessaire à ces achats-là. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on revoit l'époque entre Reagan et George H.W. Bush, donc jusqu'à Clinton. On revoit cette époque-là sous la loupe des nouvelles informations qu'on a eues sur comment le réseau Epstein fonctionnait depuis le début du livre. Donc on est rendu à la moitié du livre. Une entreprise, c'est ça. Réexaminons le China Gate des Clinton avec ces nouvelles informations. On va se rendre compte aujourd'hui qu'il y a eu une alliance, une union entre l'État profond de l'Empire américain, le narco-État israélien, si on l'avait vu. Là, on va voir l'État profond américain, l'Empire américain et le Parti communiste chinois d'une part, puis entre le narco-État israélien et le Parti communiste chinois en même temps. On va tout voir ça aujourd'hui. Retour en arrière à propos de Mark Middleton, Vince Foster, et on va revoir ça en lien avec la BCCI, la banque de la CIA. Ce qu'on va se rendre compte, dans le fond, c'est que tout ce que j'ai décrit comme événement dans le livre s'imbrique avec le Parti communiste chinois. En plus de ça, c'est ça qui est étrange. Donc, il y a vraiment eu une alliance entre les deux. Très important de mettre un petit pouce, un petit like, partager le podcast. Comme d'habitude, le podcast est gratuit si vous l'écoutez en direct sur YouTube. Il est disponible, version gratuite, un segment de l'émission sur Twitter, sur YouTube. La version complète après le direct, seulement disponible pour les abonnés payants, 5$ par mois pour m'aider à faire tout ce travail-là, parce que c'est beaucoup de job. Je travaillais, par exemple, la journée de ma fête, c'était hier. Donc, si vous envoyez un super chat, un don, si vous vous abonnez, c'est pour ma fête. J'ai le goût d'aller faire le party demain. J'ai le goût d'aller au Bill Bucket, puis de payer la soirée tout inclus, puis aller cruiser des petites demoiselles. Donc, envoyez des super chats pour m'aider à accomplir. euh, Probablement, c'est le seul party que je vais faire cette année. Donc, vous pouvez aussi venir me rejoindre demain. En tout cas. En tout cas. Donc, ah oui, je voulais remercier François Aubé Construction pour un don de 100$. Jean Rouillard, comme d'habitude, patricien, top patricien. Merci. Donc, le volume 2 de One Nation Under Blackmail commence avec, dans le fond, la description, l'histoire de l'ascension de l'opération Epstein. Opération Epstein avec un chapitre ou deux par personne. On voit donc Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Leslie Wexner et la famille Gouletta. Ça, c'est des immobiliers, des gens dans l'immobilier de Chicago qui sont liés aux mafieux aussi. Et là, ces gens-là se sont connectés à travers les réseaux entre les années 70-90.
Et ils ont eu le feu vert pour préparer l'opération Bill Clinton. Donc, c'est quoi l'opération Bill Clinton? C'est les sionistes de l'État, du narco-État israélien, qui ont fait un cartel, se sont rassemblés, et là, ils ont décidé de donner les ressources nécessaires pour construire un honeypot afin de corrompre le président des États-Unis. Donc, du cash, des filles, et c'est comme ça que ça fonctionne. De la drogue, probablement aussi. Donc, euh, c'est ça qui est arrivé. C'est le Mega Group. Ils ont fait ça au début des années 90. 92, Clinton est élu. Les premières visites de Jeffrey Epstein à la Maison-Blanche, 93. Donc, il y a eu un petit délai pour construire le honeypot. Et la raison pourquoi ils ont fait le honeypot, c'est pour éviter un Jimmy Carter 2.0. Jimmy Carter qui avait été corrompu avec du cash, mais qui avait quand même retourné sa veste. Il avait trahi ses argentiers sionistes. Donc là, ils veulent pas que ça se répète. Donc en plus du cash, ils ont rajouté des femmes et des enfants sexuellement, des esclaves. Donc corruption, chantage, honeypot, chantage sexuel. Et ça, c'était le chapitre 16. Le chapitre aujourd'hui, on revoit dans le fond qu'est-ce que Jeffrey Epstein vendait comme service officiel. C'est quoi les premières filières clandestines avant le chantage sexuel. La semaine prochaine, on va voir, c'est le chapitre Les Prédateurs. Je vais faire un focus là-dessus sur tout ce qui est trafic humain, sexuel, chantage sexuel. Aujourd'hui, on revoit donc le pendant diplomatie et affaires étrangères que Jeffrey Epstein faisait aussi. Parce que dans le fond, dans le volume 1, on avait vu que le vrai président des États-Unis en 1980, sous Reagan, c'était pas Reagan, c'était le directeur de la CIA, William Bill Casey. Donc, il était devenu, il avait mis son pion, son asset à la présidence. Depuis cette époque-là, le directeur de la CIA, c'est le vrai président des États-Unis. C'est pas le président. Non, c'est les fonctionnaires puis le Uniparty qui décide qui va être le directeur de la CIA. Le directeur de la CIA fait la politique étrangère des États-Unis, crée les guerres, les conflits qui ont directement un impact sur le niveau de vie des Américains. Parce qu'en plus, là, depuis 2016, ils ont reviré tous les outils de l'Empire américain sur le peuple américain. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, le directeur de la CIA, Bill Casey, prend le pouvoir. Ensuite de ça, celui qui va le remplacer plus tard, George H.W. Bush, va devenir directeur de la CIA, puis président des États-Unis aussi. Il va rentrer dans cette oligarchie de l'État profond aussi, les Bush. Les Clinton, ils ont rentré à la fin de leur présidence dans cette oligarchie-là. Ils ont eu un contact au Bilderberg. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a le directeur de la CIA qui est le vrai président des États-Unis et donc son second, le numéro 2 de Bill Casey. Bill Casey qui est un membre de l'oligarchie depuis le début du 20e siècle. Pendant les 2 guerres mondiales, il travaillait pour l'OSS et la CIA. Donc c'est un vieux, c'est l'arrière-garde. C'est l'arrière-garde et son numéro 2, le gars qui était sur le terrain. Donc le gars qui a construit le honeypot du Watergate pour piéger Nixon, pour piéger le Parti démocrate, c'est le gars qui travaillait pour Bill Casey et il s'appelle Robert Keith Gray. Donc, il y a eu son chapitre dans le premier volume. Et là, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que Jeffrey Epstein, il remplace le numéro 2
de la CIA. C'est l'opérateur sur le terrain qui fournit les services nécessaires pour que le directeur de la CIA envoie les ressources pour des opérations d'influence. Donc, c'est une personne très influente. C'est ça que ça veut dire, finalement. Jeffrey Epstein, c'était le gars qui faisait la job sale de, par exemple, John Brennan euh, et les autres directeurs de la CIA à l'époque de Clinton et Obama. Donc, l'entreprise de Jeffrey Epstein, l'entreprise semi-officielle, donc la vente, le trafic d'armes. Le trafic d'armes, on peut suivre ça assez facilement. C'est plus le trafic humain qu'on va voir la semaine prochaine que c'est plus compliqué. On avait vu 17 visites à la Maison-Blanche à la même époque, donc entre 93 et 95, 17 visites de Jeffrey Epstein à la Maison-Blanche. Il a développé 3 business, 3 ventures durant le même laps de temps, la même chronologie. Premièrement, il a développé beaucoup la business de Limited, la marque de Limited, qui est devenue L Brands aujourd'hui, avec Leslie Wexner. Ensuite de ça, il y a eu... Jeffrey Epstein s'est impliqué chez Arrow Air et Southern Air Transport. 2 lignes aériennes directement impliquées avec la CIA, on va le voir tantôt. Selon des articles des médias à l'époque 93-95, Arrow Air Corp amène une délégation de 7 personnes c'est Air Corp, Aeroflow Air Corp. 7 personnes qui c'est-tu 7 Chinois? Non, c'est des Russes. 7 personnes, ils vont faire venir à Columbus, en Ohio, 7 personnes, des Russes, une délégation étrangère, pour faire une visite d'un aéroport. Ça s'appelle l'aéroport Rickenbacker, pour en faire un cargo hub, qu'on appelle. Donc, un hub de transport, c'est on fait venir des avions avec du cargo. Il y a des entrepôts, on stocke le cargo là, et là, après ça, il y a des trains, des camions qui vont sortir du hub. Donc, ça sert à un hub. Et en général, on veut en faire des cités-États indépendantes de où il y a le hub, donc pour pas qu'ils payent de taxes. Donc, la compagnie Aeroflow, avec des lignes aériennes, veulent créer un hub hors taxe à Columbus, en Ohio. Rickenbacker, ça s'appelle. North American Aeroflow Corporation. Ça, c'est la filiale de Aeroflow qui serait construite à l'aéroport, qui est étrangère. L'entreprise est étrangère, mais elle se fait une filiale en Ohio. Et là, on veut qu'en plus d'avoir un statut hors taxe, cette entité-là soit reconnue par le gouvernement américain comme étant un Independent US Cargo Carrier. Donc, un distributeur de cargo indépendant américain. Donc, on fait on essaie de se négocier un deal. Qui va se négocier là? Ce deal-là de Limited, Leslie Wexner et Jeffrey Epstein. Mars 92, la compagnie de Limited s'installe à Rickenbacker dans le parc industriel Air Industrial Park. Et c'est ça. La compagnie Aeroflow, c'est une compagnie possédée, détenue par l'État russe. Donc, il y a un partenariat qui va se construire entre The Limited, des compagnies aériennes comme Arrow Air, Southern Air Transport, qui sont des compagnies aériennes de la CIA, et une compagnie russe aérienne et de cargo qui s'appelle Aeroflow. Intéressant, ça commence comme ça. Le Cargo Hub avait été développé précédemment à Rickenbacker. Il y avait déjà un Cargo Hub avant que ces 3 entités-là
joignent leurs forces ensemble et qui gérait et utilisait ce complexe aérien, l'escadron Flying Tiger Line, dont j'ai parlé depuis le chapitre 1. Donc ça, c'est la ligne aérienne, la compagnie aérienne connectée à Annie Cheno et Robert Keith Gray, le numéro 2 de directeur de la CIA, William Bill Casey. Chapitre 5, durant les années 80, Flying Tiger Line a utilisé la piste d'atterrissage et le complexe aérien de Rickenbacker. Donc, la gang à Epstein veulent reprendre le flambeau. Et ils veulent s'allier avec des Russes pour prendre le contrôle de tout ça, et la CIA, évidemment. En 93, le terrain est loué à Federal Express et était plus vraiment utilisé. Donc, ils veulent utiliser l'argent public pour revamper le complexe aérien. Durant la visite de la délégation russe, il y a 4 arrêts dans la région. Donc, les entrepôts, les usines qu'il y a dans le complexe Rickenbacker. Deuxième visite, réception dans la firme d'avocats de Columbus. Emmons, Heard, Kegler et Ritter. Ensuite de ça, ils sont allés voir le maire de Columbus, Greg Lashutka, et les county commissioners de Franklin County, qui est le plus gros comté. Ça, c'est la même visite. Et la dernière visite, ils sont allés voir le centre de distribution de la compagnie Delimited de Leslie Wexner. C'était pas Leslie Wexner et Jeffrey Epstein qui faisaient la visite. Non, c'était le président de Delimited, Lee Johnston, le président de Limited Distribution, donc le spécialiste en logistique de Leslie Wexner. Donc, ce qu'ils veulent, à travers cette visite-là, ce partenariat, c'est créer une zone de libre-échange, une cité-État. Dès les années 90, on le savait que c'était le futur parce que si tu veux être capable de construire quelque chose, c'est assez difficile en payant le taux d'imposition qu'on paye depuis les années 80. Surtout depuis les années 2000. Donc, les riches le savaient déjà à l'époque, qu'il faut se dédouaner, il faut optimiser son schéma fiscal, qu'ils vont dire. Et une de ces manières-là, c'est de créer des zones de libre-échange proches des aéroports, proches des frontières, où on peut stocker des ressources et les sortir sans payer de l'impôt. Janvier 93, il y aura en contrepartie une visite d'organiser en Russie cette fois-ci. Annoncée pour mars 93. Ça, c'est à la même époque que Jeffrey Epstein commence à aller à la Maison-Blanche. Selon le journal Columbus Dispatch, 6 personnes sont membres de la délégation américaine, dont le président de Limited Distribution, Lee Johnston, qui est devenu entre-temps chairman du Inland Port Commission of Greater Columbus. C'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Le président d'une entité privée qui est un centre de distribution international devient chairman d'une commission étatique, qui est un poste dans l'administration. Il n'y a pas un petit peu un conflit d'intérêts? En tout cas. Je vous rappelle, Alex Jones, il y a une bonne ligne dans son livre, son livre sur le Great Reset. Partenariat public-privé, PPP, ça devrait dans votre tête égaler fascisme. C'est simple, c'est catchy. En tout cas, en mars 93, on confirme la visite. C'est fait. Le même journal Columbus Dispatch confirme que la visite a eu lieu. La délégation américaine va rencontrer des fonctionnaires russes. Elle va inclure Lee Johnston de Limited Distribution. Et ils vont aller voir la compagnie russe Aeroflot. Et le but, c'est donc cette visite-là sera à Moscou. Et le but sera de
préparer ce qu'on appelle des charter flights. Donc, s'entendre sur des horaires que les avions vont passer à travers les espaces aériens. Parce que tu peux pas décider out of nowhere de partir sur une traite puis d'aller survoler la Russie. Tu vas te faire lancer un missile par un jet. Donc, un article en 93 confirme 10 millions de dollars d'investissement via 2 banques d'investissement de Wall Street et une compagnie en Ohio. On va voir laquelle dans quelques instants. Donc, 10 millions de dollars d'investissement dans le complexe aérien Rickenbacker. C'est pour préparer le service Aeroflow comme un service international planétaire. Donc, de transport de cargo aérien. Avec plusieurs partenaires sous-traitants dans chacune région de la planète, dont l'autre compagnie que j'ai dit tantôt, Arrow Air de Miami, Arrow Air Incorporated de Miami, qui va s'assurer de la connexion en Amérique latine. Donc, Amérique latine, Asie. Selon le Columbus Dispatch, le service aérien mondial va pouvoir faire du commerce de médicaments et équipements médicaux, biens électriques, des fleurs fraîches et des fruits de mer. Ça va être envoyé aux États-Unis, en Europe, en Russie. Et là, en général, quand tu envoies des avions, tu veux qu'ils reviennent avec de quoi? Tu veux faire comme un commerce triangulaire ou bilatéral. Qu'est-ce qui va aller en Amérique du Sud, en Amérique latine, ça va être de l'équipement électrique, des ordinateurs et du textile. C'est donc des ententes à hauteur, une entente avec Arrow Air à hauteur de 100 000 tonnes pour le deal. 100 000 tonnes, c'est quand même beaucoup, hein? En mars 93, on confirme que The Limited, la compagnie de Leslie Wexner, est derrière les services qu'on veut propulser par la compagnie Aeroflow. C'est lui qui pousse cette croissance-là. Et là, un peu plus tard, on va rajouter un autre service. Arrow Air va desservir aussi les îles du Pacifique. En avril 93, un nouvel arrêt en Alaska à Anchorage, encore une fois via Arrow Air. Selon des documents de cours de 91, documents d'arrestation de Arif Durrani, les procureurs fédéraux décrivent Arrow Air Incorporated comme une corporation de Floride sous contrat par le National Security Council, la CIA et Southern Air Transport, la ligne aérienne de la CIA. Donc la compagnie est sous contrat pour bouger des armes et de l'équipement ou des pièces de remplacement à des milices clandestines Iran-Contra. Donc, l'opération Iran-Contra de trafic, échange d'otages, trafic d'armement. Donc, ils ont participé à ça, cette entreprise-là. Autre document de cours qui montre des signes clairs entre la CIA, le National Security Council et Arrow Air Incorporated. Témoignage de Charles Mulligan de Southern Air Transport avait contacté Arrow Air pour des opérations très secrètes. En décembre 85, un avion de Arrow Air Incorporated crash. 248 soldats sont morts. Trouvé sur le site du crash de la contrebande d'armes et un duffel bag contenant des devises américaines. Selon les auteurs Jonathan Beatty et S.C. Guiney, dans le livre de Outlaw Bank, le livre sur la banque BCCI, c'est du cash
de Bank of Credit and Commerce International, la banque de la CIA, confirmé dans une entrevue avec un trafiquant d'armes qui s'appelle Enrich, c'est pas son vrai nom dans le livre. Il confirme que l'argent dans l'avion vient de Habedi, qui est le fondateur de la banque BCCI, pour envoyer à des espions, des opérateurs, des agences de renseignement américaines afin de payer des opérations clandestines et pour être aussi utilisé par des militaires américains sur le terrain. Et là, quand les auteurs lui ont demandé pourquoi cet argent-là avait été envoyé, il ne sait pas. Dès que le deal est fait entre Arrow Air et Aeroflow et Southern Air Transport vont commencer à prendre de l'expansion très rapidement début des années 93 à Rickenbacker. Mais 93, le journal Columbus Newspaper rapporte donc une autre entreprise en plus de Arrow Air et Southern Air Transport qui va faire des affaires à Rickenbacker. La compagnie s'appelle Polar Air Cargo, basée à Long Beach, en Californie. Dans le premier volume, non, le premier vol arrive à Hong Kong avec du linge. Arrive de Hong Kong avec du linge à Columbus, en Ohio, à Rickenbacker. Le linge est pour qui? Pour la compagnie The Limited de Leslie Wexner. Donc, le premier vol de cette troisième entreprise-là est pour Leslie Wexner. Des 17 employés de la compagnie Polar Air Cargo, plus de la moitié viennent de la ligne d'aviation de la CIA, Flying Tiger Line. Chapitre 10, on avait vu que Jeffrey Epstein avait développé une compagnie aérienne, Executive Jet Aviation, aussi NetJets, donc deux compagnies en fait. À l'époque où Polar Air Cargo arrive à Rickenbacker, mai 93, la compagnie aérienne de Jeffrey Epstein, dont j'ai parlé au chapitre 10, commence aussi à embaucher des pilotes. Mais c'est pas la compagnie Executive Jet Aviation qui les embauche, c'est la compagnie de Leslie Wexner de Limited. Donc, The Limited embauche des pilotes pour Executive Jet Aviation, la compagnie de Jeffrey Epstein. À la même époque que le scandale Iran Contra, des trafics d'armement avec des échanges d'otages. Dans ce chapitre 10, on avait vu aussi l'histoire de Larry King, Penn Central, le Franklin Scandal, donc des histoires de fraude bancaire et de trafic humain à travers les lignes aériennes en question. Tout ça se fait en même temps. En janvier 1994, Southern Air Transport se relocalise en Ohio pour desservir plus facilement The Limited et la compagnie de Leslie Wexner. C'est lui qui fait pression, Leslie Wexner. Et là, ils réussissent à avoir avec l'État un sweetheart deal parfait. C'est parfait. Donc, pendant 10 ans, 75% de crédit d'impôt à Columbus, en Ohio, un prêt de 5 millions de dollars à faible intérêt et 400 000 dollars pour construire un programme, un training program, donc un programme d'entraînement pour probablement développer une expertise de cargo hub, transport, logistique, peu importe. Le journaliste auteur Bob Fitrakis enquête et démontre que c'est Jeffrey Epstein et Leslie Wexner qui sont derrière ce deal pour Southern Air Transport à Columbus, en Ohio. Les employés de Southern Air Transport disent: on n'est plus liés à la CIA. Vous dites n'importe quoi. Alors, est-ce que Southern Air Transport est encore lié à la CIA en 93-94? Allons voir ça. Page 240. Bon.
Euh, En plus de Jeffrey Epstein et Leslie Wexner pour avoir le deal spécial de la compagnie, il y a eu aussi Alan D. Fierce Jr., ancien chef de la CIA, pour la Central American Task Force et ancien major général et l'ancien major général de la US Air Force, Richard Secor, en tête des logistiques de Southern Air Transport entre 66 et 68. Ces deux-là ont négocié le deal dont je viens de vous parler. Donc, ils disent on n'est pas lié à la CIA, mais là, il y a deux agents de la CIA qui ont négocié le deal de 93-94. Aussi noté dans le chapitre 7, Richard Secor est aussi le coordonnateur aérien en logistique pour les missions de soutien logistique avec les contrats. Donc, il travaille pour Oliver North de la CIA. Et Fires, l'autre que je viens de nommer, était aussi impliqué dans le trafic armes, drogue, soutien au Iran-Contra. L'implication des deux, Secor et Fires, dans la relocalisation de Southern Air Transport à Columbus, euh, c'est assez clair. La CIA, non, est encore très impliquée dans cette histoire-là. Et en fait, en plus de ça, on se rend compte que le deal est surtout d'aller faire un nouveau lien, un pont aérien avec Hong Kong. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Hong Kong? Il y a bien des affaires à Hong Kong. Euh, dans une entrevue que Whitney Webb a faite avec Bob Fitrakis, le journaliste auteur, Euh, elle apprend que Jeffrey Epstein et Leslie Wexner sont impliqués aussi dans la relocalisation. Elle confirme qu'ils sont impliqués dans la relocalisation en Ohio. Et ça avait causé des doutes, des suspicions. Donc, il y a des gens en Ohio qui ont ouvert des enquêtes quand ils ont vu ce deal-là. Parce qu'ils suspectaient qu'il était lié avec des agences de renseignement plus ou moins étrangères. On l'a vu. Donc, c'est confirmé. On a une petite preuve circonstancielle ici. Pitrakis ajoute dans cette entrevue-là que l'inspecteur général de l'Ohio, David Strutz, et le shérif de Franklin Country, Earl Smith, avaient personnellement dit à Bob Fitrakis qu'il croyait que Jeffrey Epstein et Leslie Wexner travaillaient pour la CIA. J'ai parlé d'autres allégations à ce niveau-là au chapitre 11. David Strzok, l'inspecteur général de l'État de l'Ohio, a référé au pont aérien Southern Air Transport entre Hong Kong et Columbus et il s'est référé à ce pont aérien en lien avec la compagnie de Limited et il a appelé ça la Meyer Lansky Run. Ça, c'est très drôle. Ça, là, c'est succulent. Meyer Lansky, c'est un des 4 grands mafieux qui ont construit le syndicat national du crime organisé, chapitre 1, dans le livre du volume 1. Donc, et on a vu que Meyer Lansky, à cette époque-là, il venait d'être remplacé. David Stroud croyait que Leslie Wexner, associé avec Southern Air Transport et allant à Hong Kong, euh, il est pas mal certain que tout ce pont aérien-là à Hong Kong, c'était lié à du crime organisé. En plus de ça, on a une ancienne bancaire, une banquière qui fait de la banque d'investissement et ancienne fonctionnaire du gouvernement qui s'appelle Catherine Austin Fitz, qui a été sous enquête en lien avec cette affaire-là. À l'intersection entre le crime organisé, les marchés noirs, Wall Street et le gouvernement de l'Empire américain. Cette personne-là aurait entendu dire
que Leslie Wexner est un des gestionnaires clés du crime organisé qui fait rentrer de l'argent aux États-Unis. Elle a révélé dans une entrevue en 2019 à Whitney Webb, encore une fois, ces allégations-là. Et là, si on repense à ça, ça veut dire que Southern Air Transport, Arrow Air, BCCI, tout ça travaille à travers des réseaux de la CIA. Euh, le deal a pas vraiment fonctionné. Très rapidement, l'entreprise a dû, Southern Air Transport a dû faire des mises à pied. Même s'ils ont reçu de l'argent des fonds publics, ça a commencé à chialer. Euh, Ça a fait de la fraude. Ils ont volé de l'argent. En 98, Southern Air Transport fait banqueroute. Ils font faillite. Et l'inspecteur général de la CIA, le même jour, publie un rapport très, très, très descriptif sur l'implication de trafic de drogue en lien avec la CIA. Donc, le 1er octobre 98, la même journée que Southern Air Transport fait faillite, le directeur de la CIA avoue qu'il trafique de la drogue avec Southern Air Transport. Encore une fois, succulent. Après la faillite, Southern Air Transport va réémerger plusieurs années plus tard. Non, juste en 99, donc un an plus tard. Donc c'est plus Southern Air Transport, ça va être Southern Air à partir de 99. L'ancien président de Southern Air Transport, Thomas Gillies, le président quand il y a eu la faillite, va revenir aussi comme président de la nouvelle entreprise Southern Air. En 2003, Southern Air va encore faire faillite. Et avant sa faillite, elle avait gagné pour un contrat pour opérer des contrats avec le gouvernement américain en lien avec la guerre en Irak. Southern Air Transport s'est réorganisé comme Southern Air avec l'aide de James Jim Neff, qui avait précédemment orchestré une expansion internationale pour la plus grande compagnie de cargo aérienne de l'époque, Flying Tiger Lines, la compagnie aérienne de la CIA, la première de l'histoire qui opérait en Asie du Sud-Est, en lien avec Annie Chennault et Robert Keith Gray, encore une fois, et qui était aussi très connecté à la troisième entreprise qui a commencé à utiliser Rickenbacker, Polar Air Cargo, je l'ai nommé aussi. Jim Neff, qu'est-ce qu'il va dire? Va ensuite de ça créer la compagnie Western Global Airlines, où Southern Air Transport et Southern Air, le président des deux compagnies, Thomas Gillies, servait comme vice-président exécutif. En 2016, Western Global est devenu source de controverse après qu'un de ses avions non marqués ait été trouvé avec à son bord un corps mort et 67 tonnes de cash d'Afrique du Sud dans son cargo. Donc, l'avion a atterri en urgence. On trouve un cadavre et 67 tonnes de banknotes d'Afrique du Sud. Donc, ça continue ces liens avec Southern Air Transport, les compagnies aériennes de la CIA. Et Jeffrey Epstein faisait partie de ça. C'est ça qu'on se rend compte. Après Southern Air Transport, Leslie Wexner, Jeffrey Epstein et The Limited se tournent vers une autre compagnie d'aviation pour remplir ses contrats. Parce que là, comme je viens de dire, en 98, ils font faillite. Ils vont aller voir Lane Aviation Corporation, fondée en 1935. Donc en 95, ils arrivent à Rickenbacker. La compagnie, à l'époque où Jeffrey Epstein est mort, se trouve dans le petit carnet noir de Jeffrey Epstein.
C'est la compagnie Lane Aviation Corporation qui va s'occuper des visites spéciales de célébrités euh, sur, à- sur les îles de Jeffrey Epstein, dans les propriétés de Jeffrey Epstein. Donc, les visites spéciales avec le cercle intime de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Des gens comme la duchesse de York, Sarah Ferguson. Et en plus de ça, Lane Aviation Corporation va aussi gérer les avions de l'entreprise de Leslie Wexner de Limited en 2010. Donc, après les premiers verdicts de culpabilité à l'endroit de Jeffrey Epstein pour trafic humain, la plupart des services à Rickenbacker à partir de 2010 vont être offerts, desservis par Lane Corporation, Aviation Corporation. Et en passant, j'ai oublié de vous préciser, la compagnie de Limited, la compagnie de Leslie Wexner, à cette époque-là, ou proche, Leslie Wexner donne le droit à Jeffrey Epstein de signer au nom de la compagnie Limited. Il lui donne le droit de faire des deals, d'aller en cours, d'acheter, de vendre, peu importe, au nom de The Limited. En 2011, il y a un nouvel arrangement au complexe aérien Rickenbacker. Donc, le terminal principal de Rickenbacker ne va plus inspecter deux avions en particulier. Donc, pour inspecter ces avions-là, les avions vont avoir un terminal privé, des private terminals. Donc, il va y avoir des opérateurs privés qui vont inspecter deux des avions qui vont à Rickenbacker. Les deux opérateurs privés, qui sont un peu comme des douaniers privés. On privatise les douanes, c'est ça que ça veut dire. Les deux opérateurs privés, Lane Aviation, Landmark Aviation. Étonnamment, à la même époque, le nombre de vols Columbus-Hong Kong explose. Là, je viens de nommer une deuxième compagnie aérienne, Landmark Aviation. C'est qui ça? Sur le board des trustees de Landmark Aviation, il y a un ancien directeur de la CIA, ancien secrétaire de la Défense et à la tête des renseignements américains des contracteurs militaires, un gars qui s'appelle James Schlesinger. Il y a aussi sur le board des trustees de Landmark Aviation un ancien l'ancien inspecteur des finances, inspecteur général de l'État de l'Ohio, Dov Zakloum. Non, Dov Zakoum. Et autre membre des Board of Trustees de Landmark Aviation, un ancien secrétaire, un ancien sénateur, Bob Kerry. Donc, Landmark Aviation, c'est un autre entreprise qui travaille pour la CIA. Donc, Landmark Aviation rachète en 2012, est racheté en 2012 par le groupe Carlyle. En 2012. Selon le journaliste Bob Fitrakis, il rapporte que Landmark Aviation en 2012 travaillait encore pour la CIA. Qui est le groupe Carlyle? Une firme d'investissement global avec des liens historiques avec les agences de renseignement américains et la famille Bush. Le groupe Carlyle, c'est la banque d'investissement de la famille Bush. En plus de ça, après le 11 septembre 2001, le groupe Carlyle, on a vu des liens qui se sont créés qui étaient créés avant le 11 septembre avec la famille Bin Laden.
Parce que dans le rapport sans les redacted, là, le rapport complet du 11 septembre parle des liens entre la CIA et la famille Bin Laden, mais c'est aussi entre la famille Bin Laden et les intérêts corporatistes financiers de la famille Bush. Très central, très intéressant. Euh, le chairman du groupe Carlyle, c'est Frank Carducci. Il a servi comme député directeur de la CIA, ça c'est le numéro 2 de la CIA, et aussi comme secrétaire de la défense de Reagan. Cofondateur du groupe Carlyle et co-chairman, toujours en fonction, David Rubenstein, membre de la commission trilatérale, à la même époque que Jeffrey Epstein. Sa femme, son ex-femme maintenant de David Rubenstein, elle s'appelle Alice Rogoff, était amie avec Ghislaine Maxwell. Elle l'est probablement encore. Les deux femmes ont travaillé ensemble sur un organisme caritatif qui s'appelle Terra Mar Project. En 2022, un des jurés qui a jugé Ghislaine Maxwell s'est vanté d'avoir poussé un verdict de culpabilité là. Et ce juré-là était un employé du groupe Carlyle. Et cette action-là a presque provoqué un mistrial en faveur de Ghislaine Maxwell. C'est ce qu'on a appelé le Juror Gate. Allez chercher ça. Juror Gate et Ghislaine Maxwell. Très intéressant. Alors, c'est la fin du segment gratuit sur Twitter et YouTube. La version complète de One Nation Under Blackmail, volume 2, chapitre 17. Dure à peu près le double. J'essaie tout le temps de faire 1h30, 1h à 2h. Et c'est 5$ par mois pour avoir accès à ce contenu-là. Vous pouvez accéder à tout ce contenu unique au Québec et me supporter mon travail en allant sur mon site web yanrochdy.com. C'est sur la plateforme vidéo. Donc, si vous avez un abonnement luxemedia.info, c'est le même compte. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre sur Substack, yanrochdy.substack.com. Toujours 5$ par mois pour avoir pour supporter. Si vous payez l'abonnement Substack, je vais vous donner accès à mon site web pareil. Vous pouvez aussi vous inscrire sur YouTube, malgré que les podcasts pour membres payants sont souvent censurés de quelques extraits à cause des droits d'auteur. Donc, vous voyez ici, il y a un onglet abonnement et vous avez accès à ce même contenu. Vous pouvez aussi supporter mon travail en allant sur Gifts & Go, la révolution culturelle avec Yann Rochdy pour faire des dons. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Vous pouvez aussi accéder à mes plateformes ici, Twitter, Facebook, Truth, Gab, Getter. Vous pouvez envoyer des dons Bitcoin avec mon portefeuille de Bitcoin ici. Envoyer des dons Interac, yann.rochdy@gmail.com. Tout est là dans le bas de votre écran. Alors, continuons sous chapitre 17.2. Maintenant qu'on a décrit la nouvelle, le moteur